Vous venez de faire un petit tour au pays du réel. C'est une façon que j'ai trouvée de vous faire participer à mes rêves, parce qu'il n'y a que dans les rêves qu'on rencontre le pays du réel. C'est pas du tout, effectivement, la notion de réel telle qu'on la trouve chez certains auteurs psychanalystes, et notamment chez Lacan. C'est une notion de réel véritablement issue de la pratique. La pratique de quoi? De l'analyse des rêves. Voilà ce que j'y rencontre quelquefois et que vous venez de voir et d'entendre, parce que c'est aussi bien visuel que sonore. Et vous avez remarqué quelquefois, il y a une petite image de moi en train de filmer. Eh bien, ça aussi, on trouve dans les rêves, au sens où quand un rêve qui a pour mission de symboliser quelque chose, de trouver des représentations, eh bien, n'en trouve pas. Eh bien, il se passe comme un phénomène de miroir qui fait que c'est la machine à fabriquer la représentation qui est représentée. La machine à faire les représentations, c'est-à-dire le sujet lui-même, qui peut être représenté sous une foule d'autres aspects, comme tous les instruments de fabrication d'images ou de sons, téléphone, caméra, magnétoscope, tout ce que vous voulez, ordinateur, mais aussi éventuellement usines, machines diverses, machines excavatrices, outils, tout ce qui manifeste l'échec du symbolique à fabriquer de la représentation. Faute de représenter l'objet, l'appareil psychique représente le sujet. Donc, au bord du réel se tient la machine à fabriquer les représentations. Et pour vous montrer la diversité de ces représentations du sujet, je vais vous donner deux exemples. Et pour trouver des exemples, il faut aller chercher dans les rêves, évidemment, il n'y en a pas ailleurs. Éventuellement dans l'art, mais dans l'art, on y reviendra plus tard. Dans un premier rêve, je me retrouve perdu au milieu d'une foule, et perdu au milieu aussi d'un pays étranger. Je cherche mon chemin dans une foule immense qui avance, et c'est très souvent dans les rêves que je me retrouve dans une foule comme ça, une foule de gens, d'êtres bâclés à la 6-4-2, comme disait Schreber. Et je sais que ça ne m'est pas personnel, puisque vous voyez, on le retrouve dans Schreber. La différence, c'est que moi je rêve et que lui il est éveillé, mais c'est la même structure. Hein. Mais l'important, c'est que je suis perdu. Quand on est au pays du réel, on a perdu les repères de la réalité, on a même perdu les repères du fantasme, et on ne sait plus où on est. On ne sait plus où on va, on ne sait plus d'où on vient. Je sais que ça ne m'est pas forcément personnel, puisque je l'ai entendu dans des foules de rêves qu'on m'a raconté sur le divan. Et même une fois que je parlais d'un de ces rêves, alors que je faisais une intervention en Chine, il y a une dame dans l'assistance qui s'est levée pour dire « Moi aussi j'ai fait un rêve comme le vôtre ». Donc je pense qu'il y a là une structure universelle. C'est la base. Je me suis longtemps demandé pourquoi une foule. Eh bien, il me semble que lorsque nous sommes endormis, la mémoire se relâche et donc toutes les couches de la mémoire sont présentes en même temps. Ça ne filtre plus. Et plus particulièrement, on se retrouve dans les couches les plus profondes, c'est-à-dire les plus archaïques, celles qui étaient là avant le langage, et où les humains ne nous apparaissaient que comme des êtres bâclés à la 6-4-2. Bon, ça nous arrive aussi, moi ça m'arrive dans le métro, bien sûr, je repère les gens, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des noirs, c'est des blancs, c'est des vieux, c'est des jeunes.
Mais dès que je suis sorti du métro, je les ai oubliés. Pourtant, il reste des traces de la foule, pas des individus avec lesquels je n'ai pas eu le temps de prendre un contact, bien entendu, mais ces traces de foule renvoient aux traces que nous pouvions avoir grâce à la perception, mais à une époque où nous ne pouvions pas avoir de symbolisation. Donc je suis perdu dans cette foule, je cherche l'aéroport, nous verrons plus tard pourquoi, et je me retrouve près d'une usine que je dois traverser pour poursuivre mon chemin. Cette usine est immense et elle est peuplée de machines aussi noires qu'indescriptibles. Mais il y a là un technicien dont je ne vois d'ailleurs pas vraiment l'apparence, mais par contre j'entends très bien les paroles qu'il prononce, et il explique parce qu'il est interviewé par la télévision. Ça tombe bien, la télévision, ça doit être une partie de moi-même qui interroge une autre partie de moi-même. Et donc cet ingénieur explique que, à cause des contraintes, à cause des difficultés, on a été obligé de faire des recherches et de devenir comme ça à la pointe de la technologie en matière d'imprimerie. L'imprimerie, vous imprimez, j'imagine, ça signifie la mémoire. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc c'est une métaphore de la mémoire. Et ces machines sont une métaphore à la fois des engins qui gardent la mémoire et des machines qui fabriquent des représentations. Notamment là, une représentation de la machine à représenter et à garder les représentations en mémoire. Bon, j'ai eu de très nombreuses autres représentations de machines diverses. Dans un deuxième rêve, où je suis aussi plus ou moins perdu dans une foule aussi qui avance. D'ailleurs, Freud le premier, un des premiers rêves qu'il raconte dans la Traumdeutung, c'est, rappelez-vous, le rêve de l'injection faite à Irma. Il commence son rêve par ceci: nous recevons beaucoup de monde. Il est lui aussi au milieu d'une foule. C'est une caractéristique. Donc nous vivons avec des foules dans notre tête. Pas seulement moi, mais je crois bien tout le monde. Et cette foule constitue donc un réel, d'où on essaie d'émerger pour être autre chose qu'une ombre floue, une ombre d'homme bâti à la 642. Bref, il s'agit de ce réel, et lorsque je sors de ce réel, dans cet autre rêve, j'ai l'impression de sortir d'un tunnel, et je me retourne, et derrière moi, je vois un bâtiment à 3 étages, et avec 3 pignons aussi, un peu comme les façades qu'on trouve en Belgique ou à Amsterdam, en Belgique sur la Grand Place, et Amsterdam le long des canaux. Et des fenêtres de cet immeuble sortent des images d'animaux ou de personnes. Autrement dit, c'est un petit peu comme une moulinette dans laquelle on fait rentrer des ombres d'hommes à la 642 et il en sort de véritables représentations. Donc cette façade d'immeuble est une image, un symbole de la machine à représenter. Vous voyez en quoi c'est complètement différent de la machine de mon premier rêve. Là, c'est un immeuble. Pourtant, les images des hommes ou des animaux, d'ailleurs c'est bien rangé, il y a des fenêtres d'où sortent des animaux, des fenêtres d'où sortent des humains, c'est-à-dire qu'il y a déjà des catégorisations, c'est ça le symbolique, hein. C'est être capable de faire des catégories et ensuite restreindre les catégories jusqu'à arriver à des individus dont on se rend compte qu'ils ne sont pas pareils les uns et les autres, contrairement à tous les gens de la foule qui ne sont que des ombres d'hommes bâclés à la 642. Ces images qui sortent des fenêtres de cet immeuble, à la fois elles sont bien séparées et elles font comme une boucle dans l'air, comme ça, et elles re-rentrent à nouveau. Autrement dit, elles symbolisent ce mouvement qui est toujours celui de la représentation, qui est rentrer-sortir. Je rentre des informations par la perception, des informations venant de la réalité, et elles ressortent sous forme éventuellement de paroles, en tout cas de représentation. La parole représentant la représentation imagée que j'ai dans la tête.
Bon, à quoi ça sert d'avoir repéré ça? Un représentant du sujet, mais qui inclut à la fois le sujet de l'inconscient et le sujet, non pas du réel, mais enfin le réel qu'il y a à l'intérieur du sujet. Puisque pour être sujet, il faut avoir une représentation de sa fonction sujet, c'est cette fonction de machine ou de façade qui permet les rentrées et les sorties, c'est-à-dire une ouverture, un trou. Au fond, c'est une représentation de l'image du corps. L'image du corps, elle fonctionne à partir de ces trous. Il faut qu'on puisse voir par des trous, il faut qu'on puisse entendre par des trous, respirer, manger, faire caca, etc. Hein, tout ça, c'est une surface avec des trous. C'est comme mon immeuble d'où sortent et rentrent des représentations. Ça rentre par la perception, ça sort par des représentations. À quoi est-ce que ça sert? Eh bien, peut-être à rien. Mais peut-être que c'est le travail de toute une analyse de parvenir à avoir construit cette représentation qui intègre à la fois des éléments du moi conscient, des éléments inconscients, c'est les éléphants ou bien c'est les images de personnages, et des éléments du réel. C'est l'indescriptible de la machine elle-même, l'indescriptible de ce qu'il y a derrière la façade. Et bien, avoir une représentation de soi, c'est ce qui permet d'avoir confiance en soi. On dit souvent la psychanalyse, à quoi ça sert si ça n'arrive pas à guérir les gens, c'est-à-dire à réduire les symptômes. Mais à la base de tous les symptômes, il y a est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai une image de moi-même qui me semble correcte pour pouvoir affronter le monde et les autres? Eh bien voilà, c'est ce type d'image qui est correcte entre guillemets. Elle l'est pourquoi? Parce qu'elle inclut toutes les couches de la mémoire et de la fonction. Hein, la fonction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des représentations des objets, mais aussi de la fonction qui fabrique les objets, c'est-à-dire des représentations des objets, bien évidemment. Bon, voilà peut-être à quoi ça sert, voilà peut-être à quoi peut aboutir une analyse. Voilà, on en a fini pour ce numéro 1 de tout ce que vous voulez savoir sur l'inconscient et la psychanalyse et que l'on n'enseigne pas dans les écoles et les universités. La prochaine fois, je vous parlerai donc un peu plus à fond de ce qui se tient au bord du réel.